Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est qui en pôle, le numéro 181, et on va venir clôturer la saison 2024 en débriefant la catégorie MotoGP. Pour ce faire, je retrouve la même équipe que pour les petites catégories. Pierre et Paul, comment ça va les garçons depuis il y a quelques minutes ? Écoute, ça va, toujours champion du monde encore une fois. Et moi ça va, toujours le roi des pronostics de début de saison, c'est pas. Et toujours notre invité, le célèbre Kevin de la boîte à clapper. Comment ça va Kevin ? Encore ? Eh ben ça va, merci beaucoup de l'invitation. Ouais, désolé, je m'accroche. Mais par contre, j'ai une question qui me taraude. Paul, c'était quoi ces pronostics pour qu'on en parle là ? Non, tu veux vraiment pas qu'on en parle. Ah bon, allez. Disons que j'ai Tant pis. pronostiqué à juste titre que le champion du monde sera nulle part cette année. Voilà. On le voit à la fin, tiens, il est... J'en peux plus de moi. Mais ça se tentait, je te comprends. T'étais un peu rude sur tes pronos. Kevin, moi je pouvais pas faire un épisode de débrief de fin de saison sans avoir Pierre et toi de toute façon au même endroit pour débattre de Vignales. J'en rêve depuis 20 courses, donc j'accomplis un rêve ce soir. Mais surtout avant qu'on commence, pour ceux qui ne te connaissent pas, et je pense qu'il y en a pas beaucoup, est-ce que tu peux nous présenter rapidement qui tu es ? Enfin, pas ton CV, mais avec la boîte à clapper. Et ben du coup je fais un podcast qui s'appelle La boîte à clapper, qui on pourrait considérer on est les voisins de palier comme disent certains. On fait plus ou moins la même chose que vous de l'autre côté. On parle de MotoGP, on est très actifs surtout sur Twitter comme vous en gros. Donc voilà, c'est à peu près tout. Vous êtes le gros tout nu dans Friends. Exactement, je m'identifie plus à Gunther, mais pourquoi pas. Ok, vous êtes Gunther alors. On va commencer avec le MotoGP et une remarque sur un calendrier qui a été complètement bouleversé entre le Kazakhstan, l'Inde, l'Argentine, Valence. Bref, c'était un peu le bordel cette année, comme les années qui ont précédé, mais on a quand même fini avec 20 courses. Paul, ton avis sur le fait d'avoir 20 courses x2 vu qu'il y a des sprints cette saison ? C'est l'enfer. Honnêtement, on en parlait hors antenne tout à l'heure. C'est l'enfer. En fait, moi, ça m'a. Bon, déjà, j'ai pas quand même vu beaucoup de courses cette saison, mais à la limite, je me disais, c'est pas grave dans le sens où avant, on attendait vraiment certaines périodes pour voir les GP. C'était tous les 15 jours. De temps en temps, il y avait un back-to-back, mais voilà, on les attendait vraiment. Et là, il y a trop de courses, trop de circuits. Enfin, on en loupe une, c'est pas grave. Il y a le week-end suivant. Pour suivre, c'est un enfer. On cumule à ça les dates avec les courses Superbike. Je sais plus s'il n'y a pas eu un week-end aussi, on a eu le Superbike, le MotoGP et une course d'endurance sur le même week-end. Enfin, là ça commence à devenir un peu ridicule. En plus des circuits qui sont prévus, qu'on annule pour revenir en Espagne, etc. Enfin, ça vaudrait le coup de simplifier ou au pire de se garder certains circuits pour les faire une année sur deux, par exemple. T'es d'accord avec ça, Pierre ? Ouais, j'avais eu cette peur quand les sprints ont été introduits. Trop de courses. On n'a plus de samedi, on n'a plus de dimanche. Sur la fin de saison, on a 5 courses qui s'enchaînent en 7 week-ends, je crois. Enfin, même le calendrier est mal réparti, en fait, parce que y a des mois où il n'y a rien, et puis tout s'enchaîne à la fin, un peu dans la précipitation. On est fatigué, et on perd l'intérêt, même si on est passionné, on perd de l'intérêt à se coltiner certaines sessions, etc. Et puis on perd de l'intérêt tout court, même si au contraire le suspense était là jusqu'au bout. Je trouve ça un peu dommage. Et Kevin, t'es de cet avis aussi ? Je suis 100% d'accord avec Paul. Alors vraiment, je l'aurais pas mieux dit. Incroyable. Ouais, moi je vais pas vous paraphraser, hein, je suis assez d'accord avec vous. Et puis comme tu dis Paul, en fait il y a tellement de choses que t'arrives plus à suivre ce qu'il y a à côté. Avant tu pouvais te dire ok, le samedi j'ai loupé les qualifs, bon bah c'est pas grave, à moins qu'il se soit passé un truc de ouf en qualif avec 2 personnes qui se sont tapées dessus, globalement tu loupais rien de ton week-end quoi.
Là, tu loupes la sprint, t'as l'impression d'avoir loupé 15 épisodes de la saison parce qu'il se passe trop de trucs, donc ça commence à être vraiment fatigant. Et encore une fois, au détriment des autres championnats, parce que quand il y a du Superbike, sachant qu'en Superbike, ils ont 25 courses par week-end aussi, et que nous, on a des Français, en étant bien chauvin, on a quand même des Français en 600, t'as quand même un peu envie de voir les courses 600 par moment. En fait, ça commence à faire trop, tu peux plus. Et du coup, j'ai un peu de mal à voir avec ce raisonnement comment ils veulent ramener le sport moto au plus haut niveau médiatique et le mettre autant en lumière. Si c'est en se disant on fait des courses sur des courses sur des courses, et on aura beau avoir des pilotes qui sont en mode oui, mais nous en Superbike on fait 25 courses par week-end et on s'en plaint pas. Oui, d'accord, mais en fait, quand t'as personne pour la regarder, t'en as un peu rien à secouer d'avoir 25 courses par week-end. Donc, pour ne citer personne. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus et que la saison prochaine, ça sera pas mieux avec des nouveaux circuits, potentiellement. Toujours pas la Finlande. Ils ont toujours pas décidé de nous la mettre, celle-ci. mais en tout cas, à voir ce que ça donne l'année prochaine et est-ce qu'ils vont finir par prendre conscience que c'est trop. On verra, mais j'ai un peu de mal à y croire. J'ai l'impression qu'en F1, Kevin, t'es plus calé là-dessus, mais qu'en F1, ils sont à 24 courses. Il me semble, sur la saison. Oui, tout à fait. C'est plus, tu t'en sors plus en fait à un moment donné. Et en aparté, il faut arrêter de mettre des épisodes F1 sur la boîte à clapet, s'il vous plaît. Merci. Oh, c'est pas très gentil ça. Le prochain arrive bientôt. Ouais, alors pour faire une aparté sur la F1, pour la boîte à clapet, moi j'y connais rien en F1 et je trouve que Maxime et Alexandre sont très bons dans l'exercice. Donc s'il y a quelques fans de F1 qui passent par là, n'hésitez pas à les écouter. Alors on leur souhaite pas de faire ça toute la saison parce que du coup s'il faut se partir 24 courses dans l'année plus 21 de MotoGP, ça commence à faire beaucoup et je sais pas comment ils auront une vie sociale. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller y jeter une oreille. Même si Pierre est pas d'accord avec ça. Ouais, faudrait qu'on crée un deuxième podcast en fait, parce que là, ça pollue mon flux audio. Désolé, on va faire ça. Bloque-les, hein, sinon Pierre à un moment donné. Non, ils ont l'air d'être des gens sympas, mais ils parlent de trucs incompréhensibles, quoi. Le seul moyen de doubler, c'est d'activer un DRS. Ouais, super. Ok. Ouais, Simon Patterson trouve que c'est pareil en MotoGP, donc excuse-moi. Est-ce que Simon Patterson est une référence ? Merci. Moi, je l'adore. Mais nous aussi, on l'adore, mais on adore le détester. Bon, revenons-en à nos moutons et à nos moutons espagnols, puisque du côté du MotoGP, c'est finalement Jorge Martin ou Jorge Martin, comme je me suis pris une sauce pendant plusieurs jours parce qu'apparemment je le prononce mal. Mais vu que Zarco le prononce comme ça, et ben je vous emmerde, voilà. Et il finit avec le titre avec 508 points devant Bagnaia avec 498, Marc Marquez avec 392, Bastianini vient se caler à la 4e place, donc il manque la prime de 3e du championnat avec 386 points. Et grande surprise, c'est Brad Binder qui finit 5e du championnat avec 217 points, et on va retrouver celui sur lequel on misait beaucoup cette saison, qui n'est autre que Pedro Acosta à la 6e place avec 215 points. Vos avis sur cette saison avant qu'on entame un point plus précis sur les pilotes, Pierre? Belle saison dans l'ensemble, même si c'était fatigant, on l'a déjà dit. Belle saison, beaucoup de suspense, disputée jusqu'à la dernière course. Alors oui, on va dire qu'il y a 4 pilotes qui sont disputés, qui ont resté les podiums. En fait, à chaque fois, ils terminent quasiment dans les 5 premiers à chaque fois. Mais à part ça, c'était des belles courses, des beaux dépassements. C'était intéressant à voir. Paul, t'es d'accord avec ça? Totalement. Bête de saison. De la bagarre entre les deux premiers, on l'a eu. Le retour de Marquez. Acosta, mine de rien, qui a fait une bonne saison. Les Japonais qui ont travaillé, les constructeurs japonais qui ont un peu travaillé, surtout avec nos Français. De belle saison, bon, comme tous les ans, quelques déceptions, etc. Mais belle saison cette année, vivement la prochaine. Oh, tranquille, les vacances avancent. Kevin? Ouais, je suis assez d'accord. La saison était dans la globalité assez cool. Il y avait du suspense, même si ça manquait un peu de bagarre en piste. Je dis un peu parce que je trouve que les gens qui nous disent qu'il n'y en a pas eu, je pense qu'ils n'ont pas regardé les courses. C'est pas possible qu'il y en a eu quand même. Après, on n'aurait pas craché sur un peu plus, notamment directement entre Martin et Bagnaia. Oui.
Après, ouais, comme dit Paul aussi, j'ai bien aimé voir le retour, je mets des guillemets, un retour des marques japonaises qui ont travaillé cette année. Il y a eu du mieux, on peut pas dire autre chose. Ça peut pas arriver du jour au lendemain, donc il y a eu clairement du mieux chez les deux constructeurs japonais. On espère qu'ils vont continuer dans ce sens-là, mais ça faisait plaisir de voir qu'il se passait quelque chose chez Honda et chez Yamaha. Moi, j'ai une question quand même à te poser, Ophélie, avant que tu continues. Pourquoi la surprise Brad Binder 5e? Moi, dans mon sens, c'est pas du tout surprenant. Parce que je l'attendais pas à la 5e place, parce que j'en attendais beaucoup d'Acosta, et puis surtout, alors oui, je voyais Acosta plus haut, même s'il est 6e, vu ce qu'il a fait en début de saison, et puis surtout, Binder, en fait, c'est celui qu'on oublie toujours. J'ai l'impression qu'on oublie qu'il existe quasiment à chaque course, et dès qu'il fait un truc, on se dit putain, mais oui, en fait, il est là. Il est tellement discret ouais, qu'on l'oublie. Et pour moi, c'était surprenant de le voir là, parce que tu vois, en relisant le classement, je me suis dit ah ouais, c'est vrai qu'il a fait une saison pas dégueu, et il finit à la 5e place. Tout simplement parce que c'est un pilote qui est très talentueux, et en ça, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Effectivement, Binder, il est à sa place. Binder, il fait 6 en 2021. En 2022, il fait 6. En 2023, il fait 4. Donc 5e cette saison, c'est clairement sa place habituelle, on va dire. Alors oui, du coup, on attend qu'il progresse et que la moto progresse pour l'emmener plus devant. Mais je rejoins Kevin, je trouve pas ça particulièrement surprenant. Moi, je suis juste un peu déçu de l'écart qu'il prend par les 4 premiers. Parce que qu'il soit 5e, pour moi, je suis d'accord avec Pierre, c'est sa place. Après, prendre 150 points même plus dans la gueule, là, ça fait beaucoup. Il fait qu'un podium sur la saison en plus, ça c'est un peu décevant. La différence est violente, mais moi, c'est vraiment le côté surprise. Juste, en fait, on l'oublie. Vraiment, pour moi, c'est un pilote qui est là, mais on oublie qu'il existe, et on s'en rappelle quand il fait des trucs. Encore une fois, tu vois, que ce que je disais, qu'à un moment donné, il débarque, il fait un petit truc, et tu te dis putain, c'est vrai qu'il y a Binder en face. Et surtout pour le. Pardon, vas-y. Non, pardon, à Jerez, Bagnaia, elle a pas du tout oublié Binder. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, cette année, en fait, dans le giron KTM, Tech 3, Red Bull, etc., on était tellement focalisés sur Acosta que les 3 autres pilotes sont un peu passés à la trappe pour moi. Et c'est ce qui a fait que, du coup, t'oublies un peu son existence, comme on a oublié que Guste Fernandez existait. Ils ont essayé de nous faire croire qu'on en parlait cette saison, mais il aurait pas été là, c'était pareil pour nous, tu vois. On va pouvoir passer sur les pilotes. Pierre, tu avais prévu des petites moyennes très fortement inspirées de ce que vous faites chez la boîte à clapper, Kevin, qui était une super idée pour avoir une idée de la tendance sur les pilotes cette saison. Est-ce que tu peux nous dire, du côté de Ducati, combien a eu Jorge Martin, le champion de l'année du côté de Seki en pole? Ouais, on se rejoint à peu près tous. La note, c'est 9,5 sur 10, tout simplement. 4 personnes ont voté 9, 4 autres ont voté 10. Donc, saison réussie. Tu vois, moi, je trouve ça dur de mettre 10. Moi, j'ai mis 9, parce que je me suis dit que 10, en fait, son titre, il l'aurait eu tellement plus tôt si certaines erreurs, il les avait pas faites, tu vois, comme retourner au stand pour aller changer ses pneus parce qu'il pleut alors que c'est le seul à le faire. Je pense que c'est une grosse erreur dans sa saison. Ça et le manque de victoire par rapport à Bagnaia. Aussi. Ouais, c'est ça surtout. Moi, je le trouve pas dominant. Alors, il fait une saison incroyable. Dans la régularité, il n'y a rien à dire. Il fait une saison de champion, mais pour moi, 10, ça doit être une saison de domination, quoi. Et là, ça n'a pas été le cas. C'était quoi ta note, Kevin ? 4. Non, je lui ai mis 9. Et nous, je crois que sur la saison, on lui a mis 7,9 à Jorge Martin. Mais on a noté très durement, je pense. Ouais, 7,9, c'est dur quand même. Ouais. En fait, on a noté par. En fait, c'est pas une note sur la saison, sur la dynamique de la saison, on notait par GP. Et en fait, quand il gagne que, je mets des guillemets à que, 3 courses sur la saison, après il fait des deuxièmes places, ou même il fait l'erreur à Misano qui lui a coûté pas mal de points et tout. Et sur la moyenne de chaque Grand Prix, ça fait 7,9. Alors si effectivement je dois mettre une note sur sa saison, je lui mets un 9 sur la gestion globale de la saison, largement. Mais course par course, ouais, la moyenne, ça fait que 7,9 et je suis plutôt à l'aise avec ça. Ouais, après, t'as raison, quand tu dis qu'il a pas pris assez de victoires, c'est trop peu. Quand tu regardes le détail, c'est trop peu par rapport à ce qu'on attend d'un champion du monde. Comme à côté, on en parlera après plus en détail, mais c'est trop de chutes pour le champion en titre de l'année précédente qui se bat pour le titre cette saison. Donc il y a eu des erreurs des deux côtés qui font que c'était compliqué pour moi de mettre à Martin comme un Bagnaia 10 sur cette saison. Paul, ton avis sur la saison de Jorge Martin ? Je déteste ce mec.
Mais c'est fou ça, mais développe parce que vraiment. Alors, Non, en fait, pardon, je c'est te là coupe qu'on la voit parole, tu vois, mais. c'est là qu'on voit toute l'importance des courses sprint. Il a très bien géré ses sprints. Derrière, même s'il il profite pour moi des chutes de Pecco et du fait que les Ducati se cannibalisent un peu des points quand même entre elles, entre Pecco, Marquez, Bastianini, ça fait quand même de la concurrence, ça fait des points en moins quand on court derrière. Après moi je lui ai mis 10 parce que mine de rien il a été chercher son titre à mon grand désarroi, mais pour les il se met dans la position qu'il faut pour aller le chercher, même s'il perd des points. Moi, je m'attendais à ce que mentalement il craque, parce qu'il nous avait habitués à ça, à se mettre par terre justement bêtement. Et là, non, c'est lui qui est resté en position de force, donc il apprend avec un team indépendant, donc grand bien lui fasse. J'espère que ce sera le seul. Mais voilà, donc ça reste Mais une saison envers solide lui où je pense qu'il a pris un gap mental quand même. Mais pourquoi tu le détestes autant? Parce que tu vois, moi, globalement, l'année dernière, je pouvais pas me le voir parce que médiatiquement, il a fait des sorties qui m'ont agacé et voir un pilote qui passe son temps à faire semblant de montrer ses couilles, à un moment donné, je comprends pas l'intérêt et ça m'agace. Et il pâtit dans mon ressenti du fait d'être dans le giron Espargaro. Parce qu'on connaît l'amour que j'ai pour Espargaro, mais en tant que pilote et en termes de talent, genre, qu'est-ce qui fait que tu l'aimes pas? En fait, je trouve ça compliqué de pas l'aimer cette année. Tu viens de tout résumer, c'est que il a fait des choses à un moment où, trop prétentieux à un moment donné par rapport à ce qu'il montre en piste. Et pour moi, il a pas tu vois, un Pecco qui a gagné pendant 2 années de suite, ou un Marquez qui a enchaîné les titres. C'est des gars qu'on a toujours vu smart et comment médiatiquement en fait il y avait des sorties mais qui étaient justifiées et ça restait correct. Moi quand je vois ça, je vois un gamin un gamin prétentieux et j'aime pas ça. C'est juste voilà, c'est cette personnalité là, cette phase de la personnalité là. Il m'a perdu, pourtant je l'adorais quand il était en Moto 2, mais il m'a perdu sur la saison où il a commencé à jouer le titre, à prendre le melon. C'est de ce moment-là où voilà, je trouve que ça manque beaucoup de classe et c'est pour ça que je n'aime pas ça. C'est de la faute d'Espargaro, quoi. Pour le coup, je peux complètement comprendre cette analyse. Je la rejoignais, j'étais pas loin de la rejoindre en 2023, comme tu dis, Paul. Après, je trouve que cette année, il a vraiment pas mal changé de mentalité. Et moi, j'ai observé ça surtout sur ses débriefs d'après-course, où il est toujours, il a pas un mot plus haut que l'autre. Il met toujours, il a toujours un mot sympa pour Bagnaia, surtout à la fin de course, enfin en fin de saison, etc. Donc je trouve que là-dessus il a évolué. Après je comprends complètement quand il monte ses couilles à Jerez l'année dernière et tout, à Valence l'année dernière et tout, t'es insupportable quoi. Mais je trouve qu'une fois qu'il a son casque, sur la piste en tout cas, c'est le genre de mec qui fait allumer la télé, il est flamboyant, il a peur de rien et tout. Il est incroyable. Mais en dehors de la piste, je comprends qu'il soit assez antipathique. Un peu comme Lorenzo au final. Hein. Exactement comme Lorenzo. Il fermait le casque, t'avais envie de le voir. Et pourtant, Dieu sait que je l'ai détesté quand il était face à Rossi. Vraiment, je pense que si j'avais pu avoir une poupée vaudou de lui, je l'aurais eu. Mais quand il était sur la piste, c'était impressionnant. Et pour moi, Martin, c'était un peu ça. C'est un peu ça de toute façon. Et je te rejoins, Kevin, sur le fait qu'il s'est amélioré. Je pense que ce qui a joué aussi, c'est qu'il s'est quand même pris une sauce en fin de saison l'année dernière quand il a eu des propos qu'on a pu qualifier d'homophobes, clairement. Malgré toutes les justifications de oui, c'est en Espagne, c'est la mentalité, c'est ci, c'est ça, c'est ce que tu veux. Je pense que la sauce qui s'est pris l'a un peu calmé cette saison et ça lui a pas fait de mal. Après, on dit ça, mais Acosta, il en a fait des trucs comme ça cette saison et on lui est pas tombé dessus. On lui est pas trop tombé dessus non plus, quoi. Pour rester dans le giron Pramac, on va parler de son coéquipier Morbidelli. Pierre, est-ce que tu peux nous donner la moyenne de Morbidelli sur la saison, s'il te plaît? Ouais, alors le petit Morbidelli, donc les notes s'échelonnent entre 4 et 7 en général, et pour une moyenne de 5,75. Ouais, presque arrondi à 7, c'est beaucoup quand même, hein? Ouais. Vous voulez que je donne les noms? Qui a voté 7 pour Morbidelli? Je peux balancer? Ouais, moi je suis chaud. Il y a des chances que ce soit moi. Tu peux balancer, Pierre. Déjà, il y a moi. Hein,
Je savais que les gens allaient mal le noter. Et après, c'est Olivier aussi qui a mis 7 pour Morbidelli. Moi, j'ai mis 4, non? Ophélie. Franchement, j'aurais pu mettre 2, j'aurais mis 5. 2. 5. On a eu qu'un 4. J'ai été gentil. On a eu qu'un 4, c'est François qui l'a mis. J'ai dû mettre 6. Exactement. Mais ouais, je trouve qu'elle est. En fait, Morbidelli, sa saison est pas si mauvaise par rapport aux conditions. Il découvre la moto, il s'est mis un énorme volume qui lui a valu une grosse blessure avant de débuter la saison. Et on voit une vraie progression en fait sur la saison pour lui, comme s'il avait commencé sa saison à partir du Mugello, quoi. Donc pour moi, tout n'était pas acheté dans sa saison. Il fait un podium en sprint, si je me trompe pas, à Misano. Donc on aurait sans doute fait un autre s'il n'avait pas fait n'importe quoi en Thaïlande en jetant Quartararo par terre. Il aurait peut-être pu en faire un autre parce qu'il avait beaucoup de rythme. Ouais, moi je trouve que bon, sa saison est pas exceptionnelle parce qu'il avait la GP25, la GP24, ça d'accord. Mais par rapport aux conditions particulières qu'il avait, je trouve que c'est loin d'être mauvais. Ouais, moi je te rejoins, je vais pas te paraphraser sur la saison de Morbidelli, je lui ai pas mis une super note juste parce que c'est un pilote qui m'est antipathique, il a rien fait, je l'apprécie pas, donc j'en ai un peu rien à secouer de ce qu'il fait de sa saison, mais je te rejoins sur le fait qu'il a progressé et qu'il mérite, il mérite d'être, que ce soit reconnu en tout cas, et l'année prochaine il va retourner auprès de la VR46, donc dans un cadre avec des gens qu'il connaît bien, avec un entourage qui a pour but de le pousser. Merci Rossi, on va pas se mentir. Donc il y a moyen que ça aille dans le bon sens aussi. Ouais, je pense que vous avez tous les deux raison. En plus, l'année prochaine, il garde la même moto, sauf s'il y a des nouvelles évolutions, mais le moteur sera le même en tout cas. Clairement, il sera plus attendu pour moi en 2025, où il devra jouer, on va dire, les top 5 dès le début de la saison. Qu'en 2024, en plus de ce qu'a dit Kevin, on n'oublie pas qu'il a vécu vraiment des années de souffrance, je pense, physique et mentale sur la Yamaha. Quand on est en perte de confiance, c'est pas toujours facile à retrouver. Ça joue beaucoup sur les performances. Et il découvrait, au-delà de la moto, il découvrait aussi un nouveau team. Et tout ça fait que... Oui, il a commencé sa saison loin, mais je vous rejoins sur le fait qu'il a bien progressé, qu'il aurait pu faire mieux sans doute. Et c'est pour ça que sa note reflète ça aussi. Hein. On n'est pas en train de dire il a fait 8, il a fait 9, il a fait 10. Donc 6 en moyenne, 5,75. Je pense que c'est bien. Et puis on verra l'année prochaine où il se situe. Ouais, puis il y a moyen, en vrai, on le minimise peut-être un peu, mais il y a sûrement moyen qu'il ait bénéficié aussi des datas de son coéquipier, et ça a dû beaucoup l'aider aussi pour mieux apprivoiser sa moto cette saison. Oui, et puis au-delà des datas, avec Pecco, il fait partie de la VR46, avec Bezeki, je suis sûr qu'ils discutent pour savoir, au-delà des datas, qu'ils communiquent leur ressenti et comment faire fonctionner cette moto. Oui. Il y avait beaucoup de tweets sur la fin de saison, sur les dernières courses avec Morbidelli, où c'était devoir protéger son coéquipier ou devoir protéger son pote. J'ai trouvé ça un peu drôle. La question se pose pas, Martin est plus rapide. Et Paul, est-ce que tu as un avis sur Morbidelli ou tu es assez d'accord avec ça? D'accord avec l'ensemble de ce que vous avez dit. Ce qui m'embête juste, c'est que, comme tu dis, il va chez VR46 l'année prochaine. On verra comment il sera traité, si il fait encore une saison en dedans. Voilà quoi, il y a un moment, il y en a d'autres qui ont eu moins d'années pour reconfirmer derrière, même s'il s'est blessé assez gravement il y a quelques saisons. Voilà, on verra l'année prochaine. On va passer au team. Pierre, range ton drapeau s'il te plaît. On va passer à Ducati Lenovo avec la saison de Bagnaia. Ouais, Bagnaia, une note à 8,63 au global, donc un peu inférieur à Martin, ce qui peut s'expliquer du fait qu'il n'est pas champion et peut-être que les attentes étaient plus élevées, donc on est un peu plus déçu de sa saison. Bagnaia, je l'ai mis dans mes petites déceptions parce que pour moi, il devait être titré cette année. Mais en dehors de ça, il fait une saison incroyable. Si on retire sa faculté à tomber dans des circonstances avec ou sans autre pilote, c'est le pilote le plus rapide cette saison, c'est le pilote le plus victorieux. Il y a pas grand-chose, en fait, il manque pas grand-chose aujourd'hui dans son arsenal, à part vraiment cette faculté de brancher son cerveau des fois et de se dire ouh là là,
faut pas que je passe ce pilote sur ce virage. Enfin, vraiment des choses très, très simples à modifier, je pense. Ouais, après, c'est pas une petite faculté quand même d'arriver à brancher son cerveau en piste. En fait, c'est quand même la base qu'on attend d'un champion du monde, Bah, tu vois. Donc, Je suis d'accord, mais en gros, s'il faut aller chercher quelque chose, parce que s'il continue comme ça, il sera encore en lice pour le titre l'année prochaine. Faut toujours essayer de s'améliorer. C'est les aspects qu'il peut regarder, ouais. Et Kevin, ta note pour Bagnaia, toi? Je sais plus, 7, je crois, sur la saison. Et nous, on lui a mis 7,9 aussi. Donc, sur la moyenne des courses qu'on a notées, elle a la même note que Jorge Martin. Après, moi, c'était assez putaclic et de dire, mais pour moi, c'est plus lui qui le perd que Jorge Martin qui le gagne. Parce qu'en termes de vitesse, j'ai l'impression qu'il est encore un cran au-dessus de Jorge Martin, en fait. Quand tu gagnes 11 courses versus 3 dans une saison, il y a juste pas débat en fait en termes de vitesse, mais il fait trop d'erreurs. Il y a des erreurs, enfin tout le monde, qui a une erreur des erreurs dans la saison, ça arrive. Celle de Binder par exemple, bah là c'est pas de sa faute, donc ça c'est pas, il peut pas l'empêcher. Celle avec Alex Marquez, c'est discutable. Pour moi, il est autant. Enfin, c'est pas la faute d'Alex Marquez, mais pareil, c'est des choses, des faits de course qui peuvent arriver. Par contre, pour moi, celle de Misano et celle de Sepang, elles doivent pas arriver. Et surtout celle de Misano. Enfin, et c'est là-dessus que, à mon sens, c'est plus lui qui perd le titre que Martin qui le gagne. Bah, je trouve pas ça putaclic, tu vois, la manière de le dire, parce que c'est factuel en fait. C'est trop d'erreurs, trop de chutes, trop de cerveau pas branché, comme le dit Pierre. Et en plus de ça, c'est pas là où on l'attend en fait. C'est pas possible quand t'es champion du monde, quand tu gagnes autant, quand t'es en mesure de gagner autant et de partir devant comme il le fait et d'aller chercher les victoires comme il le fait, c'est pas possible de perdre un titre comme ça. Après, c'était super pour le fait de suivre les Grands Prix, pour le fait de se poser la question de qui va gagner entre Martin et lui. Mais en fait, son titre, il aurait pu le gagner il y a tellement de courses. Enfin, c'était vraiment des erreurs qu'on n'attend pas d'un pilote à ce niveau. Après, je vous trouve dur déjà parce que dire ça, je trouve que ça diminue la valeur du titre de Martin. Martin est allé chercher son titre comme un grand avec sa régularité et ses performances. Donc, il profite des erreurs des autres, mais il profite des erreurs Pecco des a laissé la 21. porte ouverte. Mais il profite des erreurs de 21 autres pilotes, je veux dire. Donc, quelque part, dire que Bagnaia perd le titre tout seul, c'est diminuer la valeur du titre de Martin, je trouve. Et ensuite, bah, il y a quand même une part de malchance dans la saison de Pecco, à part les chutes qu'il fait tout seul. Bah, il y a quand même 3 fois où il est dans un contact avec un autre pilote et personne n'est officiellement responsable. On appelle ça race incident, mais et ça, Martin n'en a pas eu. Donc c'est vraiment une partie de chance de se trouver un moment au mauvais endroit, au mauvais moment. Il n'y a pas que de mauvaises décisions, parce que si c'était que des mauvaises décisions, il aurait été sanctionné parce qu'il a pris une mauvaise décision et qu'il a fait quelque chose de dangereux. Voilà, donc il y a quand même cette partie-là où c'est un peu la faute de personne, c'est tombé cette année 3 fois, et puis bah ça quoi. Paul, t'es d'accord avec ça? Bah totalement, dans le sens où quand on regarde le classement, plus de 20 week-ends de Grand Prix, 10 points d'écart entre les deux. Là oui, il a juste été malheureusement moins régulier que sur les deux précédentes saisons et voilà, il fait des petites erreurs, sauf que honnêtement, je m'attendais pas à ce que la saison soit aussi serrée et au final, c'est là qu'on voit que chaque erreur compte et voilà, 10 points d'écart. C'est pas grand-chose, hein, donc attention l'année prochaine, hein, parce qu'avec une saison comme ça, il a compris ce qui lui était arrivé. Je pense que s'il commence à jouer l'épicier l'année prochaine, comme l'avait fait Mir à une époque pour gagner son titre, plutôt que de marquer 0, il marque 2-3 points par course. Ça peut faire la différence à la fin. Donc, ça reste une belle saison. Moi, je crois que je lui ai mis 9 juste parce qu'il prend pas le titre. Honnêtement, il nous montre sur le dernier Grand Prix qu'il a un mental en acier. Hein. Il va chercher ses 2 victoires. Non, c'est moi je trouve qu'il a fait une bonne saison. Après, dommage, oui, trop de petites erreurs, mais ça va lui servir pour l'année prochaine.
Bon, et en face, on avait Bastianini qui, lui, a passé sa saison à la bagarre avec Marquez dans le team Ducati. Pierre, est-ce qu'on peut avoir la note de Enea, s'il te plaît? Alors, forcément, Bastianini a une note moins élevée que les deux dont on vient parler, donc tout juste un tout petit peu plus que 7. Voilà, donc les notes sont très regroupées entre 6 et 8, mais c'est 7 qui domine. Et Kevin, c'était combien chez vous pour lui? Enfin, pour toi, du coup, ta note à toi? Bastianini, je sais plus, j'ai dû mettre 7, ouais. 7 ou 6. Non, j'ai dû mettre un point de plus à Bagnaia quand même, faut pas déconner. Mais j'ai tendance un peu, c'est peut-être de ma faute, à noter les pilotes en fonction de ce que j'en attendais. Bastianini, je l'attendais sur le podium, il en est pas si loin, il le perd sur la dernière course en plus. Je trouve qu'on a revu par moment le vrai Bastianini, celui qui est agressif, celui qui va vite, celui qui est nul en qualif. Vraiment, c'est celui-là qu'on connaît. Donc ça m'a fait plaisir, même si ouais, il manque un petit truc quand même. Quand il est passé de chez Gresini à Ducati officiel, on attendait plus que ça, malheureusement. Mais là, je pense qu'il a atteint un plafond de verre parce qu'en fait, il est pas assez bon le samedi pour prétendre à autre chose. À mon avis, il faut qu'il passe un autre step en qualification pour être meilleur. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je suis beaucoup trop d'accord avec toi. Faut que j'arrête. Faut que je te contredise un C'est peu. effrayant. Bah, je vais apporter un avis contraire. Clairement, pour moi, Bestia est une déception cette saison. T'es Ah, dans le t'es meilleur dur. team avec la meilleure moto. Ça fait 3 ans. Attends, ça fait 3 ans que tu roules avec cette moto, donc avec l'évolution, bien Et sûr. 2 ans? Avec 2 ans, mais chez Gresini, il l'avait aussi, la Ducati. À un moment donné, voilà, l'année dernière, il avait l'excuse que c'est la première année dans le Team Factory, il y a la pression, il se blesse, machin. Mais la deuxième année, c'est là où il était attendu. Et non, il n'était pas au niveau de Martin et de Bagnaia. Donc non, c'est une déception. C'est pas la lutte pour la troisième place avec Marquez qu'on devait l'attendre. C'était la lutte pour le titre. Et il n'est pas là. Et vous dites que Valdeguer, dans un côté, il doit avoir plus d'attentes et être titré en Moto 2. Et là, vous me dites que Bastia, sa saison est correcte. Non, elle est clairement pas correcte. Non, N'importe qui. non, pour moi, elle est pas correcte, elle est décevante, mais en fait, quand tu as deux extraterrestres comme Martin et Bagnaia et l'extraterrestre ultime qui est Marc Marquez devant lui, en fait, il se fait pas torcher non plus. Et les mecs qui sont devant lui, c'est quand même des mecs sérieux, c'est ça que je veux dire, quoi. Alors, c'est décevant parce que oui, j'aurais préféré se voir se battre avec les deux premiers, mais il est pas. Enfin, tu vois, il finit pas derrière une KTM au classement non plus, tu vois. Enfin, je la Non, trouve d'accord. entre les deux, quoi. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour Ducati. Pour ceux qui nous écoutent depuis le début, on a perdu Paul pour un petit souci de micro, mais peut-être qu'il va refaire une apparition d'ici la fin de l'épisode. Du côté de Ducati, on va pouvoir faire un point sur le team Gresini, dans lequel il y avait cette année Marc Marquez et son frère Alex Marquez. Je me déteste quand je dis ça, il faut que j'arrête de... Je n'aime pas quand on est là en mode c'est le frère de Marquez, mais bref. Marc Marquez qui a fini 3e cette année et Alex Marquez 8e. Pierre, est-ce qu'on peut avoir les notes, s'il te plaît? Ouais, donc Marc Marquez, moyenne de 8. Alex Marquez, 5,5 sur 10. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Sur la notation, il n'y a pas beaucoup d'écart. Bah, du coup, je pense que Marc Marquez, avec sa note de 8, ça reflète sa saison, c'est-à-dire qu'il y avait des attentes. Mais pour le coup, lui, voilà, il découvre une moto totalement différente de la Honda, même si c'est un V4. Il revient de très loin, pareil, avec ses blessures. Et puis, il est au rendez-vous d'un octuple champion du monde. Il est là et assez rapidement il est dans le bain et puis il finit par gagner 3 courses cette saison, donc bravo à lui, mais l'année prochaine il faudra encore élever son niveau de jeu, mais là il était clairement, enfin ça faisait plaisir de revoir un Marc Marquez comme ça aussi, il faut le dire. Et Kevin, toi, les frères Marquez, ça a donné quoi en termes de notation de ton côté? Je m'en souviens absolument pas. Je pense que j'ai plutôt bien noté Marc Marquez et pas trop mal son frère aussi. Marquez, je pense que les deux autres peuvent s'estimer chanceux. Je mets des guillemets parce qu'il y a quand même 100 points, mais il met du temps à se mettre en route et à trouver le mode d'emploi de la Ducati. Et heureusement, parce que il était dans une forme assez monumentale en fin de saison. Bon, je pense que ça aurait été un peu court quand même, mais bon, le fait d'avoir eu du mal à trouver des solutions pour être rapide dès le vendredi après-midi en début de saison, je pense qu'a bien aidé les deux autres.
Et son frère, écoutez, il est pas si mal. Hein. Il est devant 2 autres Ducati, 3 autres Ducati. 8e au championnat, un podium. J'en attends toujours un peu plus de lui, parce que je trouve qu'il est sous-coté, mais c'est pas si mauvais. Ouais, je te rejoins sur Alex Marquez. J'ai du mal, dans le sens où l'année dernière, j'avais décelé un petit quelque chose qu'il n'a pas confirmé cette année, en fait. Alors oui, il est équipé par le talent de son frère, comme souvent, mais même en dehors de ça, par rapport à Di Giannantonio, par rapport à Bezzecchi, ou même à Morbidelli, alors certes pas avec la même machine, mais j'en attendais un peu plus que de lui cette année, et même sur quelques coups d'éclat, il l'a pas été. C'est un pilote qui a du niveau et qu'on voit jamais là où il devrait être. C'est ça qui est un peu frustrant, je trouve, pour Alex Marquez. Pour Marc Marquez, je te rejoins, Kevin. Et en fait, pour moi, c'est à partir du moment où il a gagné sa course, il y a un truc qui s'est redébloqué dans sa tête où il s'est dit c'est bon, en fait, je suis capable de gagner, je suis capable de faire des podiums, je vais tous vous écraser, en fait, et je suis là où je devrais être. Et c'est factuel, en fait. Marquez, sa place, c'est pas 3e, sa place, c'est 1er. Et je pense que l'année prochaine, il va falloir trembler parce que Bagnaia, il va se retrouver face à un monstre, on va pas se mentir. Et qu'il a, en tout cas, pour moi, Marquez, il a fait la saison qu'on attendait de lui. Il a mis un peu de temps à se mettre en route, mais une fois que c'était parti, et il n'y avait plus rien à faire contre lui, quoi. En fait, je trouve, tu vois, sa première course, il la gagne en Aragon, mais déjà, il fait un enchaînement. Jerez, il fait 2, Le Mans, il fait 2, Catalunya, il fait 3, il fait 4 au Mugello, il fait 2 en Allemagne. Alors qu'en Allemagne, s'il se satellise pas et qu'il se blesse pas le vendredi, c'est une autre mayonnaise. Donc, et après, il va gagner en Aragon et à Misano dans des conditions particulières. Aragon, la piste était quasiment impraticable et Misano, il a profité un petit peu de la pluie. Par contre, il va gagner en Australie, il n'y a rien à dire. Enfin, il est juste trop fort, quoi. Donc, il y a pas mal de rumeurs qui traînent sur le delta entre la GP23 et la GP24. On ne saura jamais la réalité si vraiment il y a un gros écart. Il y en avait un, c'est certain. Visuellement, ça se voyait. Mais effectivement, ça laisse se dire qu'à moto égale, ça va être un sacré défi pour Bagnaia. Mais s'il y a un mec qui est capable de le relever, je pense que c'est lui. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Après, moi, j'ai hâte aussi de l'aspect humain et de la bagarre un peu entre les deux. Il y en a beaucoup qui disent ça va être le retour du mur dans les box. Ça, j'y crois moins parce que je pense que Bagnaia est assez intelligent pour pas s'imposer ça. Mais si on pouvait retrouver une petite rivalité comme on a pu avoir Rossi-Lorenzo à l'époque, on crache pas dessus. Et pour finir, du côté de Ducati, votre team, je sens que je vais mal vivre cette séquence, de la VR46 sur la saison de Digia et de Bezzecchi. Est-ce qu'on peut avoir les notes, s'il te plaît, Pierre ? Oui, tout à fait. Alors, tu me prends de court parce que je n'étais pas dessus, mais c'est bon, je suis dessus. Di Giannantonio, waouh, je trouve dur les notes, mais à titre personnel, donc un tout 5,5, un peu comme Alex Marquez en fait. Et Bezzecchi, bon, ça va pas te perdre, 3,4. Ok, je quitte ce podcast. Merci pour tout, les garçons, c'était super. À plus. Ouais. Moi je suis d'accord, Didia c'est un peu dur. Quand même, parce que je trouve qu'il fait une super saison. Il finit dans le top 10 devant Bezzecchi, devant Aleix Espargaro, alors qu'il rate 3 courses, pardon. Il lui manque juste un podium et c'est vraiment une saison vraiment réussie avec un podium en plus. Et sur Bezzecchi, je vomirais dessus, ça me ferait du bien. DJ il se blesse en Autriche, quoi. Il fait quasiment la moitié de saison blessé avant de pas faire les dernières courses. Donc je trouve que ça a été il a été le meilleur pilote sur la GP23, excepté Marc Marquez bien sûr. Il a tenu son rang. Et puis l'année prochaine, d'ailleurs, il l'a gagné. Il aura une GP25, donc bravo à lui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, après, moi, je crois que j'ai pas mis une super note à DJ. Enfin, j'ai pas été très généreuse sur la note, mais parce que, en fait, j'attendais une victoire de lui. Vu ce qu'il nous a montré et vu ce qu'il a fait, je me suis dit que, en fait, il était capable d'aller en chercher une à un moment donné. Ça n'a pas été le cas, donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Du côté de Bezzecchi, je crois que j'ai mis 3 pour Bezzecchi sur ses notes. Wow. Oh putain, t'as mis moins que moi. Non, mais en fait, j'ai beau l'adorer et avoir une passion pour ce pilote et le soutenir. Thibaut, qui était avec nous au Mans, m'a vu être très chafouin après qu'il soit tombé
à la bagarre avec Marquez. Mais en fait, je suis objectif sur sa saison. Sa saison, elle était nulle part. Elle était nulle part. En effet, pour le plus grand plaisir des fans de Marquez, il a trop parlé en fin de saison l'année dernière. Et il n'était pas là où on aurait aimé le voir. Ouais, Il y a eu des moments. Ah si, moi il est pile là où je veux le voir. Moi. Mais toi, en fait, tu le détestes parce que je l'aime beaucoup. Tu l'as dit toi-même. Non. Assume que t'as clairement dit qu'avant tu l'aimais bien et qu'à partir du moment où moi je l'apprécie, ça t'a saoulé et que tu ne l'aimes plus. Non mais là tu t'inventes des choses, j'ai jamais dit ça, mais juste moi je trouve qu'il a beaucoup trop parlé comme tu l'as dit au début de saison. Et oui, c'est un pilote que j'aimais bien sans plus. Moi j'ai toujours dit que sa dernière saison Moto 2, elle est honteuse. Clairement, il a fait une saison rookie très honnête quand il arrive en MotoGP et une deuxième saison incroyable. Là-dessus, on peut pas dire le contraire. Mais là, par contre, il a beaucoup parlé en fin de saison l'année dernière, notamment dans le box à Valence. Il était complètement arraché et il y avait Rossi, il s'est senti pousser des ailes. Et derrière, il est nulle part. Il est dernière Ducati, quoi. Il est dernière Ducati, il est derrière les 2 KTM et 2 Aprilia officiels. C'est pas possible. Et derrière lui, c'est Fabio Quartararo, quoi. T'as beaucoup de gens, ils critiquent Morbidelli sur il a pas le niveau pour cette moto. Il devrait même plus être en MotoGP, mais si on parle de Bezeki sur ce qu'il a fait cette saison. Et ils ont pas le même passif, ils ont pas le même historique non plus. Tu sais, ça fait pas autant de temps qu'ils sont dans la catégorie. Mais comment tu passes de 3e du championnat en 2023 à ce qu'il fait là Alors ça, pour le coup, pour les retours, et 12e. c'est Thomas qui en parlait dans l'épisode, je crois, si je dis pas de bêtises. Bezeki et les personnes de son team disaient que pour lui, cette année, c'était très compliqué de se faire aux pneus sur cette moto. Alors, il n'y a pas que ça, il y a clairement pas que ça, c'est sûr. Mais... Et les autres ont réussi, quoi. Oui, mais en fait, ça veut rien dire. Enfin, tu peux très bien réussir à faire un truc et celui en face de toi pas, tu vois. Donc ça joue aussi. D'accord, mais là, ce que je veux dire, je suis d'accord avec toi, Ophélie. Mais si tu veux être champion du monde, il faut savoir surmonter ces difficultés. Il faut trouver des moyens soit de travailler sur toi-même, soit en travaillant sur la moto, de t'en sortir. Et on a l'impression qu'il n'a pas progressé de la saison, qu'il avait toujours le même problème. C'est ça, ouais. Moi je suis d'accord avec Pierre là-dessus. Je trouve qu'il a pas montré qu'il y a pas eu de flash en fait. Il est pas mal à Jerez, il fait P3, mais derrière, n'empêche, c'est pas si nul. Il a un tunnel où il fait 7, 5, 4, 5, 7. Il avait fait ça toute la saison, c'était pas mal, mais il est beaucoup chuté. Il est beaucoup tombé en sprint. Il y a beaucoup de sprints où il met pas de points. C'est ça surtout que je pense qu'il pénalise pas mal. Et juste pour moi, c'est proche d'être inacceptable entre la moto qu'il avait, le niveau qu'il avait l'année dernière et vu comme il a parlé cet hiver. Ouais, pour moi, c'est assez inacceptable. Donc, à voir. J'espère pour lui, parce que c'est un pilote sur la piste qui est intéressant à voir, qui a peur de rien. J'espère pour lui que ça ira mieux sur l'Aprilia. Et si je rajoute une pièce dans la machine, mais c'est lui qui a choisi de rester dans ce team et d'avoir cette moto. Il avait le choix, et c'est pas tous les pilotes qui ont le choix. Il a choisi de rester dans ce team parce que c'était plus simple pour lui pour se sentir dans un cocon. C'était pas forcément peut-être la bonne idée. Ouais, le problème c'est que vraisemblablement, t'as raison Pierre, et du coup rester dans ce cocon, peut-être que ça l'a pas aidé à être poussé dans ses retranchements pour aller chercher des meilleurs résultats. Non, parce qu'au final il est dans un team qui est très familial pour lui et qui du coup le conforte un peu. Je pense que quand en tout cas il fait ce qu'il a fait cette saison, parce que comme tu l'as dit Kevin, par moments c'était bien, au moment où tu vois, il est tombé, t'étais là, tu sais très bien à quel point ça m'a rendu folle, mais il était pas mal en fait, il avait trouvé un truc qui fonctionnait et plutôt que de brancher son cerveau, il a préféré forcer comme un débile derrière Marquez, sûrement en grande partie par ego, on va pas se mentir, et finir au tas. Mais je pense que dans un team comme dans lequel il est, et pourtant je le défendais corps et âme en fin de saison l'année dernière, mais c'est que par moment tu as besoin d'avoir un coup de pied au cul par ton team, et que là il avait plus une tape dans le dos qui lui disait bah c'est pas grave, tu vas t'en remettre, et ça je pense que ça l'a pas aidé non plus cette saison. Je pense qu'on a fait le tour pour Ducati parce que ça fait déjà un long moment qu'on parle et il nous reste plein de teams à voir. Du côté de KTM avec Binder et son coéquipier qui n'est autre que Miller, est-ce qu'on peut avoir les notes, Pierre, s'il te plaît ? Ouais, tout à fait. Alors pour l'équipe Binder, on a mis en moyenne 5,6. Je pense qu'on a été dur. Miller, 3,75. Je pense que là, on est plutôt dans le vrai. Kevin, t'es d'accord avec ça ? Redis la note de Miller ? 3,75. Ouais, ça me semble logique. 14e, en fait, il écart par rapport à Binder et à Costa et Pharaonic, c'est ça qui pour moi est pas acceptable. Même si
Je trouve qu'il s'est passé 2-3 choses. À Portimao, il est pas mal. En Thaïlande, il est pas mal. Enfin, d'ailleurs, c'est les 2 seuls moments où il est pas mal. Mais sinon, ouais, trop décevant. Et malheureusement, parce que c'est un pilote qui est cool, qu'on aime bien, mais ouais, j'ai peur que ce soit son vrai niveau. Hein. Oh, c'est dur. Non, mais je pense qu'il a été vite abandonné par son team. Hein. Je pense que KTM fait pas forcément de cadeaux. On l'avait vu avec Zarco. C'était genre, bah, t'es là, tu finis ta saison et basta. On met toutes nos ressources sur Acosta et Binder. Et puis, même Augusto Fernandez en a fait les frais. Donc, voilà, Miller, peut-être qu'il va bien rebondir chez Pramac Yamaha. C'est un team qui va retrouver. Une moto qui va découvrir, mais un team qui va retrouver à voir. Et pour Binder, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. Bonne saison, à son niveau. Il n'arrive toujours pas au step-up, mais je pense que là, le problème, c'était la moto qui n'a pas progressé de la saison. Ouais, parce que je l'ai trouvé mieux. En fait, sur son problème principal, ça a toujours été les chutes. Et je l'ai trouvé mieux à ce sujet. Cette saison, il tombe qu'une fois, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si on peut compter la Malaisie, parce qu'en fait, on ne sait même pas trop ce qui se passe. Il y a l'accrochage, mais on ne voit pas trop le début. Mais il tombe que en Angleterre. Non, il tombe à Misano aussi et il remonte, il fait 19. Parce qu'en fait, lui, il finit les courses même quand il tombe. C'est pour ça que c'est un peu piège. Mais je trouve qu'il est un peu moins tombé cette année en course. Donc bon, là-dessus, c'est un peu corrigé, quoi. Bon, et en face, on avait Acosta, du coup, qui a un peu écrasé, pour moi, ce que je disais en début d'épisode, qui a écrasé un peu les 3 autres pilotes Red Bull, coéquipier de Augusto Fernandez. Pierre, le point sur Acosta et Fernandez? Ouais, alors forcément, ça va être mieux. Acosta, on a noté 6,4. Il oscille entre 5 et 7 en moyenne. Et Augusto Fernandez, entre une moyenne de 2,6. Je pense que c'est un des pilotes les moins bien notés. Kevin, ton avis sur la saison d'Acosta? Mon avis sur la saison d'Acosta, je la trouve inégale. Il fait un début de saison incroyable, ce qu'on attendait de Pedro Acosta. Et après, il a commencé à chuter, beaucoup chuter. Vraiment beaucoup. Donc, bon, elle n'est pas mauvaise, hein, sa saison rookie, mais il y a eu bien mieux dans l'histoire du MotoGP, et pas que Marc Marquez. Donc, il fait une saison rookie, je pense, qu'on attendait. C'est dommage parce qu'avec un peu moins de chute, il finit largement devant Brad Binder. Et ça aurait été pas mal à mettre sur son CV. Je pense que c'est quand même prometteur pour la saison prochaine. Enfin, pour la suite, parce que pour la saison prochaine, je mettrai des réserves, mais pas sur lui, plutôt sur le team et sur la marque. Mais il va falloir que la moto progresse s'il veut faire quelque chose, parce que là, je pense que malgré tout son talent, l'écart qu'il y a entre la KTM et la Ducati est trop grand pour qu'il puisse le combler à coup de freinage à l'intérieur, quoi. Ouais, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, les rumeurs diraient que vu la dette qu'ils ont à combler, KTM ne serait pas en MotoGP l'année prochaine. On parlerait même que la Dorna essaye de recaser Acosta dans d'autres teams potentiellement chez Ducati. Enfin voilà, du coup il y a tout ce mystère autour du pilote. Moi je te rejoins Kevin sur Acosta. Je pense que c'est des erreurs de rookie. On avait beaucoup d'attentes sur lui en début de saison et dès qu'il faisait des erreurs on se disait en fait c'est pas possible de faire ce genre d'erreur. Au final, faut pas oublier que c'est un rookie quand même. Et c'est des erreurs, je l'espère, qu'il fera plus l'année prochaine. Et s'il les fait plus, par contre, attention à lui parce qu'il sera vraiment au-dessus du lot par rapport à certains autres pilotes. Ouais, Acosta, saison très très bonne pour un rookie, il n'y a rien à dire. Moi, j'ai beaucoup apprécié, quelques erreurs, mais il est là pour apprendre dans un team satellite. Franchement, dans la lignée de ce qu'il avait montré en Moto 3 et en Moto 2, donc c'est plutôt bien et plutôt bon présage pour la suite. Augusto Fernandez, une saison de confirmation qui n'est pas là en fait. Clairement, l'année dernière, j'ai beaucoup soutenu sa saison en disant bon, pour un rookie, il est pas si mal. Regardez ce qu'avait fait Raúl Fernandez, regardez ce qu'avait fait Rémi Gardner avec cette moto en arrivant, bref. Et Augusto Fernandez, c'était pas mal dans sa première année, mais cette année, non. Clairement, il n'y a rien à défendre. Son bilan est catastrophique et sa porte de sortie, pilote essayeur pour Yamaha, bon, bah, tant mieux pour lui, mais c'est pas très, très étonnant pour le coup. Ouais, et puis pilote essayeur qui se revendique vouloir montrer qu'il est capable et revenir en MotoGP. Alors s'il y arrive, tant mieux pour lui.
Mais j'ai un peu de mal à imaginer qu'en étant pilote essayeur pour Yamaha, t'arrives à rouvrir une porte pour retourner en MotoGP par la suite. Après, il sera accompagné de Dovizioso, donc j'espère que j'aurai tort sur cette partie-là, mais que ça ouvrira pas la porte à Fernandez. En parlant de Yamaha, Fabio Quartararo qui termine 13e du championnat cette année avec Rins qui termine 18e. Qu'est-ce que ça a donné les notes, Pierre? Quartararo, on l'a noté à 6,5. Rins. Alors là, les Rins, c'est marrant parce que c'est des votes qui sont vraiment partagés. Il a 3 de moyenne. Mais il y a vraiment personne qui a mis 3 en fait. Donc on est tous sur 1 ou 2. Ou sur 4-5. Et en fait, du coup, ça fait une moyenne de 3. Donc il y a 2 camps, on va dire. Moi, je suis plutôt dans le camp des 2. Moi, il me semble que j'ai mis 2 ou 3. Kevin, ça avait donné quoi, toi, tes résultats pour Rins? Je sais plus ce que ça avait donné, c'était pas fameux, c'était sans doute pas dingue pour Rins parce que sa saison elle est un peu ratée. Mais bon, j'ai l'impression qu'il reste un demi-Rins en fait. Mais en fait, toujours pareil, c'est de ma faute. Je dis qu'elle est un peu ratée, c'est qu'en fait j'en attendais rien. Malheureusement. Enfin, alors on va me tomber dessus, alors je vais essayer de m'expliquer quand même un peu. J'avais call en disant attention, maintenant on met à côté de Fabio Quartararo un pilote qui est capable d'emmener un tréteau et de le faire gagner. Preuve en est ce qui s'est passé avec la Honda à Austin il y a un an. Sauf que ça s'est pas du tout passé, il a été nulle part, il a réussi à faire une Q2 par-ci par-là, mais il a pas réussi à se maintenir et à faire des bons résultats. Je sais même pas ce que c'est son meilleur résultat, mais ça doit être une 8e place, voilà, c'est pas la folie. Je pense que physiquement c'est plus possible, il est complètement il boite encore dans le paddock et tout apparemment. Le tréteau c'est lui physiquement, hein. C'est limite pas la moto quoi. Donc j'ai dû mettre 3 et je pense que je suis assez à l'aise avec ça. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter par rapport à Rins. Je pense que vraiment physiquement ça lui pèse beaucoup et que ça devient compliqué et qu'on va arriver à un point où ça sera plus possible pour lui en fait. Il y a des blessures dont tu te remets pas complètement et qui font que ça devient très très compliqué et que même si on lui mettait une Ducati entre les mains, vu son état physique, ça pourrait être très complexe pour lui. Par contre, sur Fabio, je trouve que la note est pas déconnante. Ce qu'on lui a mis, je trouve qu'il a fait de bons progrès sur la fin de la saison. Encore une fois, on le dit régulièrement, mais dans les discours, il s'est remis en question. Après, ça, c'est assez variable avec Quartararo. J'ai l'impression que par moment, il va défoncer Yamaha. Par moment, tout va bien, c'est super, ils font plein d'efforts et ainsi de suite. Mais là, sur la fin de saison, en tout cas, sur les résultats, c'était pas dégueu. Et il y a eu, j'ai l'impression, en tout cas, un gros travail de Yamaha sur la moto pour pouvoir s'y remettre et avancer dans le bon sens. Paul, est-ce que tu as un avis sur Fabio? Alors, pour Fabio, moi j'ai trouvé que la saison était comme tu l'as dit mieux. Je suis d'accord avec toi sur les débriefs d'après course, sa façon de parler, etc. Mentalement, ça a l'air d'aller un peu mieux. Et surtout, il bénéficie du fait que Yamaha a l'air d'avoir bossé. Donc c'est plutôt encourageant pour la saison prochaine. On va espérer maintenant que dans les essais de pré-saison, ils aient vraiment fait un gap pour pouvoir rattraper les autres, quoi, et pas courir derrière eux comme ils l'ont fait ces dernières années. Et Kevin, ton avis sur la saison de Quartararo? Objectivement, elle est pas mauvaise par rapport à la moto qu'il avait. Je pense qu'il s'est bien battu. Je suis pas le dernier à lui tirer dessus par rapport à ses sorties contre Yamaha. Quand je trouve que c'est un peu injustifié et un peu trop virulent. Mais par moments, il y a eu des déclats que j'ai trouvé très très propres, notamment en Thaïlande. Il se fait complètement harponner par Morbidelli alors qu'il partait peut-être chercher un top 5, voire mieux. Et derrière, il fait une super sortie médiatique en disant qu'il est quand même content de sa course, qu'il y avait des choses à prendre, etc. Il a réussi à emmener la moto là où personne n'a pu le faire. Après, le seul autre qu'on aurait pu voir, c'est malheureusement Alex Rins. Il fait un podium en sprint à Jerez où il se fait déclasser après. Et c'est pareil, sa réaction sur déclassement, elle est propre. Donc, je trouve qu'il y a du mieux pas dans sa com, parce que c'est toujours cata, mais dans son état d'esprit, je trouve qu'il y a un peu de mieux. Et à son niveau, il a prouvé qu'il était encore là, c'est sûr. Là, je suis pas, à ce jour, je suis pas vraiment inquiet sur son niveau de pilotage. Non, il y a un talent qui est certain. De toute façon, chez Quartararo, ça, on peut pas cracher dessus. Après, on verra ce que ça donne Yamaha l'année prochaine. C'est sûr
que l'année prochaine ils seront pas en tête de classement. On va pas s'attendre à le revoir gagner un titre en 2025. Par contre, avec les nouvelles réglementations en 2027, je pense qu'ils mettent des pièces aussi dans la machine pour faire en sorte d'être aux avant-postes, et ça peut être une bonne chose aussi pour lui. On va essayer d'être un peu rapide sur Honda, parce qu'au final, vu leur saison, est-ce qu'il y a vraiment grand chose à dire en dehors de Zarco? Je suis pas certaine. Ou alors pas beaucoup de choses positives. Chez Honda, on retrouvait Mir accompagné de Marini, qui ont passé beaucoup de temps au bac, et on retrouvait chez LCR Zarco accompagné de Nakagami. Est-ce qu'on peut avoir les notes, Pierre, s'il te plaît? Ouais, alors non, finalement je me suis trompé, c'est bien Mir qui a la plus basse note de tout le classement avec 1,88. Donc il est en dessous de 2,25 pour Marini. Je sais pas pourquoi il a plus d'ailleurs. Zarco fait de bonne figure avec un 7 de moyenne, et Nakagami culmine à 4. T'allais dire quelque chose, Kevin, sur Marini? Ouais, moi je comprends pourquoi il a plus. Je leur ai mis la même note, mais c'était plutôt plus pour Marini, parce que déjà lui il découvre pas la moto par rapport à Mir. Et il y a que 7 points d'écart entre les deux à la fin. Alors 7 points sur 21, ça fait quand même 33% de plus pour Joan Mir. Mais il y a une vraie progression de Luca Marini, parce que il met 9 courses à rentrer pour la première fois dans les points en Allemagne. Mais par contre, il rentre dans les points sur les 4 des 5 dernières courses. Donc en fait, il y a une vraie progression. C'est le pilote de l'année qui chute le moins, versus Joan Mir qui est un de ceux qui chute le plus. Donc c'est pareil, j'étais vraiment pas confiant pour la suite de la carrière de Luca Marini sur la Honda. Je dis pas qu'il va faire une grosse carrière, mais il s'est passé quelque chose, je trouve, sur la fin de saison qu'on n'a pas du tout vu chez Joan Mir, quoi. Bah, il a commencé à aller chercher des points aussi, très peu, mais il a quand même commencé en fin de saison. Bah oui, exactement. Donc par rapport à l'expérience qu'a Mir sur la moto, et même ses titres, etc., je trouve que Marini, quand tu les compares, leur CV, vraiment, je trouve que Marini fait une meilleure saison que Mir. Non, je suis assez d'accord avec toi. Et puis Marini, après, son début de saison était frustrante, parce qu'on en attendait un peu quand même. On s'est dit que c'était un pilote qui arrivait avec de l'expérience, qui arrivait d'une Ducati, qui allait pouvoir donner des comparatifs et essayer aussi d'expliquer ce qui allait pas sur la Honda, finalement, parce que la Honda c'est quand même un tracteur, et je trouve, malgré le fait que Marini ait réussi à la tirer un peu plus vers le haut en fin de saison, qui font moins d'efforts flagrants que Yamaha sur la moto, et que les efforts se sont vraiment ressentis par rapport au travail des pilotes. Marini, il a fini au bac je ne sais combien de fois cette saison, mais il a rien lâché. Et puis du côté d'LCR, Zarco, pour moi, Zarco, il a fait une très bonne saison. C'était pas une question de points et de classement, mais plus dans l'avancement, dans la manière de développer la moto, de rien lâcher, de toujours faire des déclarations qui sont ultra positives. Dans sa communication, Zarco, il a jamais été défoncer LCR en disant que ça allait pas, que c'était pas bien, etc. Je trouve que pour le coup, sa saison à lui, des 4 pilotes, c'est la plus marquante, la plus intéressante, et celle qui a le plus de mérite au final entre les 4 pilotes. Pierre, t'es d'accord avec ça? Vas-y, Kevin, Ouais. pardon. Non, ça se tient ce que vous dites finalement. Marini revient de plus loin, on va dire. Il avait connu que la Ducati, il se retrouve sur un tréteau, et puis il n'avait pas connu de Team Factory, voilà, donc il fallait développer, plein de choses à prendre en compte. Et finalement, son point fort, c'est qu'il chutait peu, et oui, il a progressé parce qu'il terminait souvent dernier au début de saison, et ça s'est rapidement vu sur la fin de saison qui joue un peu plus sur les points, donc c'est vrai. Mir c'est catastrophique, le nombre, le fait que la capture d'écran de Crash Mir, c'est devenu un mème, c'est pas pour rien, quoi. Donc c'est un pilote qui a beaucoup trop chuté. Alors peut-être qu'il va chercher la limite comme faisait Marc Marquez, sauf que Marc Marquez le faisait quand il était en lice pour le top 5, donc là il y a quelque chose qu'il faut qu'il trouve. Ça doit pas être marrant, je dis pas ça en me moquant vraiment, mais clairement moi je pensais que c'était une saison où il pouvait décider de tout claquer et de partir, quoi. Et Paul, t'es de cet avis aussi? Non, moi je pense que si on le fait rapide sur Honda dans le podcast, ce sera bien la première fois depuis les saisons que Honda est rapide sur quelque chose. Oh. Désolé. Ok, c'est la punchline de l'épisode, elle est incroyable. Non mais sans blague,
le team Repsol qui était le numéro 1 pendant des années, qui se retrouve au fond du classement, comme dit Pierre, on mire tout le temps par terre. À la fin, c'était juste savoir à quel tour il allait tomber. Le pauvre Marini qui se bat comme il peut. Nakagami, je suis désolé, il a cramé l'essence et c'est tout. Voilà, il est là parce qu'il est japonais, mais ça fait des années. À un moment, faut se réveiller. Hein, donc, le seul qui a réussi à faire quelques progrès, oui, c'est Zarco. Gros mental. Et voilà, là, faut sérieusement se remettre en question. C'est pas normal. Là, j'ai essayé de voir les résultats des Honda. Je m'embête pas, je vais directement en bas du classement. C'est drôle. Hein. C'est drôle. Je comprends même pas la note de Nakagami. Je me souviens pas ce que je lui ai mis, mais que Nakagami soit à 4 et quelques, je trouve ça ultra bien payé en fait, par rapport à sa saison. Tu te dis que t'as fait une mauvaise, tu te dis que t'as fait une mauvaise saison quand t'es derrière les Honda. Donc là, bon, je regarde, on a Augusto Fernandez. Ouais, mais après, est-ce qu'on avait plus d'attentes sur Nakagami? C'est ça aussi. Moi, je trouve qu'il est à la place là où je l'attendais, quoi. Moi, il est à la place là où je l'attendais maintenant, c'est-à-dire plus sur la grille. Enfin. C'est triste, mais ça fait des années qu'il doit bouger. Là, a priori, tu le reverras en wildcard au Japon l'année prochaine. Quelle chance. Putain, Paul, je sais pas si c'est Kevin et la présence de Kevin qui t'inspire, mais tu tires à balles réelles. C'est la fin de saison, on a le droit. Et Kevin, toi, ton avis global sur Honda, et puis peut-être un mot plus particulier sur Zarco qui est si cher à ton cœur, on le sait. Eh bien oui, je l'aime. Voilà. Non, mais moi, bah oui, c'est un secret pour personne. Mais il a fait une saison, je trouve, qui est vraiment bonne dans l'état d'esprit déjà, et aussi avec une vraie progression, parce que il fait pas une course dans le top 10 avant la fin de la saison, mais il en fait 2 après, et puis même il fait 2 11e place. Donc il a réussi à se qualifier en Q2 directement plusieurs fois et tout. Ça a été lui vraiment la figure de proue du développement et du retour de Honda. Alors retour avec des guillemets, parce que oui, il y a eu un petit retour, il y a eu une progression, et c'est à mon avis en grande partie grâce à lui. Donc ouais, la saison de Zarco, elle est pas si mal. La saison de Nakagami, je la trouve moins pire que certaines précédentes, sans doute un peu tirée par l'émulation positive de Zarco. Mais que les deux LCR soient largement devant les deux Repsol, je trouve que ça pique un peu. Ça fait assez mal pour Honda. Après, j'ai peur que ça y revienne vite à la réalité avec Chantra l'année prochaine, qui va truster la 22e place. Je suis pas vraiment inquiet là-dessus. Et j'espère qu'il va y avoir un step qui va être fait cet hiver, parce que ouais, pour que Zarco puisse plus régulièrement intégrer les top 10, parce que je pense qu'il en est capable. Et petit bonus sur ses débriefs techniques qu'il a fait, à chaque fois que Canal lui a tendu le micro, il a débriefé toujours positif, toujours très précis sur ses retours techniques et tout. On a appris plein de choses, c'était des bonbons. Les épisodes de Team Zarco sur YouTube, on les a dégustés. Vraiment, c'était limite, il fait que 17e au championnat, mais c'était que du kiff cette saison de Zarco, quoi. Ouais, bah c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, il a toujours été ultra positif sur sa saison, même quand c'était très compliqué pour lui. Enfin, c'est ce qu'on attend de lui, en fait, c'est le personnage qu'on connaît et qu'on apprécie, mais c'était... ouais, tu lui donnes un tracteur et il arrive à en faire quelque chose, il en tire un petit peu. Déjà, il est devant d'autres pilotes, donc c'est déjà pas mal. Et puis, ouais, comme tu dis, c'était tellement intéressant toute sa saison... en tant que pilote, et je pense qu'il a apporté beaucoup au team LCR sans s'en rendre compte, et j'espère en tout cas que l'année prochaine ça apportera à Chantra aussi, parce que ça sera sa première saison, malheureusement pour lui pas sur la meilleure moto de la grille, mais je pense que faire ta première saison aux côtés de Zarco, c'est pas donné à tout le monde, et ça peut que t'apporter du positif aussi. Clairement. Ouais, mais une bonne saison de Zarco, je vous rejoins un peu plus même que ce que j'attendais, parce que c'est pareil. Il se retrouve un peu catapulté, pilote essayeur, pilote développeur, meilleur pilote en même temps. Enfin bon, bref, c'est un peu compliqué, plein de rôles à la fois. Il s'en est bien sorti, heureusement qu'il avait cette expérience. Et puis l'année prochaine, il est reparti pour être meilleur pilote Honda, vu que les castings restent quasiment inchangés côté officiel. Oui, c'est clair. On va finir avec... je l'ai gardé pour la fin, parce que je me suis dit qu'on allait passer un bon moment, Pierre et Kevin, entre vos arguments, avec Aprilia. Mais je sais pas pourquoi tu dis ça, je pense qu'on va être du même avis sur Vignales, de toute façon. Oui, mais Pierre adore troller sur Vignales, et je sais que t'adores troller Pierre, donc l'un dans l'autre. Je prends un peu de plaisir à vous faire parler de ça, j'avoue.
Je comprends. Du coup, Aprilia avec le team Trackhouse, avec Oliveira et Fernandez qui ont fini respectivement à la 15e et 16e place. Espargaro avec le team officiel Aprilia qui a fini à la 11e place. Et Vignales, pas si pire, qui finit à la 7e place, juste derrière Acosta. Est-ce qu'on peut avoir les notes, Pierre, s'il te plaît? Ouais, alors pour Trackhouse, je commencerai par eux. Donc Oliveira, un 3,5. Un Rolf Fernandez, pareil, 3,5. Même note pour les deux. Vignales 5,6 et Alex Espargaro 4,6, donc un point de moins que son coéquipier. C'est trop élevé. Faut lui enlever des points. Paul, ton avis sur Aprilia? Compliqué cette saison. Pour te donner une idée, mis à part malheureusement Espargaro, j'étais déjà en train de chercher qui étaient les pilotes chez eux tellement on les a pas vus. Attends, t'as oublié Batmav? Oui, bah, lui je l'oublie volontiers. Non, là où je suis déçu, c'est Oliveira parce que moi je suis resté fan d'Oliveira, donc le voir aussi loin, c'est dur. Est-ce que c'est parce que c'est toujours pareil en fait, c'est difficile de savoir si ça vient des pilotes ou si ça vient de la moto qui commence à subir le fait qu'ils ont peu de moins de moyens que les autres pour développer. Donc ils nous ont habitués à des coups d'éclat. Là, il y en a moins eu. L'équipe Trackhouse, très honnêtement, je trouve ça faible. On les a pas vus du tout. Trackhouse, on les a attendus en début de saison en mode gros reveal de moto, c'est le team de Pitbull, regardez America Great Again. En fait, il se passe rien, quoi. Enfin, c'est ça, quoi. C'est pas glorieux. Après, c'est dommage parce qu'Oliveira, c'est un pilote qui a du potentiel, quoi. Enfin, Fernandez, c'est Raoul Fernandez et même ce qu'il a fait en Moto 2, on en attendait beaucoup. Au final, il est un peu nulle part. Mais Oliveira, c'est frustrant parce que c'est un pilote qui a vraiment du potentiel, qui sait faire des choses et qui finit nulle part encore cette saison, quoi. Je pense que là, la vérité, on va l'avoir avec l'arrivée de Martin. Hein. On va savoir tout de suite quand il a le temps de prendre en main la moto, hein, mais on va voir avec Martin, qui est quand même champion du monde en titre, ce que ça va donner dès les premières courses. Si ça vient des pilotes ou s'il y a quelque chose qui va pas avec la machine pour aller truster, j'entends les premières places, hein, parce qu'ils sont pas non plus, c'est pas des Honda. C'est dommage pour un constructeur. Après, on s'est peut-être habitué à les voir faire des coups d'éclat et c'est plus le cas maintenant. Ouais, je pense que Aprilia, ils retombent dans leur travers, c'est-à-dire que ils arrivent à faire une bonne moto en début d'année. De toute façon, on le voit avec les résultats. Vignales est extrêmement rapide au Portugal et aux États-Unis. Mais en cours d'année, soit le développement est arrêté parce qu'il n'y a plus d'argent, ou soit ils prennent la mauvaise direction parce que les performances stagnent. Pour ne pas dire régresse, ça stagne comparé à Ducati qui prend leur marque une fois arrivé à Jerez et après on les revoit plus. Donc à ça, en plus, on parle d'un Alex Espargaro qui a clairement lâché la barre. Je pense qu'il pensait qu'à sa retraite déjà, lui. Un Vignales inconstant, comme fidèle à lui-même. Et du côté Oliveira, le team Trackhouse, je sais pas trop quoi en penser, je vais pas tirer sur l'ambulance, mais à voir, Oliveira s'est jamais fait à cette moto en 2 ans. Visiblement, c'était la mauvaise pioche pour lui et pour Aprilia. Et Rolf Fernandez, c'est une catastrophe, ce garçon. Donc, faudrait que le fait que Miguel bouge aille voir ailleurs. Rolf Fernandez devrait porter le projet Aprilia l'année prochaine, dans le sens où ce sera ça le plus ancien pilote qui est encore avec cette machine, devrait entre guillemets l'amener pour Martin et Bezzecchi, donc à voir. Et ton avis sur la saison de Vignales? Alors, si tu veux du croquant, Vignales, il y a 3-4 choses qu'il fait dans la saison qui sont fidèles à lui-même, c'est-à-dire qu'il fait de la merde et qu'il est convaincu que c'est pas sa faute et que beaucoup de gens lui trouvent des excuses. Moi, je repense à la chute en Australie où il double Bezzecchi et il se rabat devant lui un peu sans penser forcément qu'il va déventer son copain. Donc ça fait quand même une chute terriblement impressionnante. À Misano, on se rappelle qu'il y avait un mix de pilotes qui avaient un tour d'avance
et Martin se retrouvait bloqué derrière eux 15e. Vignales est revenu comme une balle sur Monsieur Martin, mais une fois qu'il était derrière lui, donc il n'a pas essayé de le doubler pour la 15e place, que j'ai toujours pas compris. Un point, c'est un point. Tu roules pour ton équipe, tu roules pour tes fans. Je vois pas pourquoi il n'a pas tenté juste un dépassement. Ça veut pas dire que ça allait passer. Juste, il s'est calé derrière son copain Martin et il a plus bougé. C'est quand même un peu bizarre. Et puis il y a la chute. On s'en souvient à Montmelo, à Barcelone, où après un essai de départ raté, Bagnaia roule pas très vite sur la ligne droite avant le premier virage, et Vignales fait comme s'il l'avait pas vu. En fait, il le passe juste comme un gros connard. Surpris, Bagnaia prend les freins et chute. Ça se rajoute au problème qu'il y a eu au Mans en 2023, mais je trouve que Vignales est assez lunatique comme garçon, en fait. C'est-à-dire que il est dans son monde. Et c'est pas un pilote fou, en fait, je dirais pas que c'est un fou, je dirais juste que il fait ses trucs dans son coin et il s'en fout des autres, et si finalement quelque chose qui lui paraît normal est dangereux pour les autres, il le calcule pas, quoi. Après, pour relever ce qu'a dit Kevin, la saison de Vignales a permis de mettre en lumière le seul fan de Vignales qui existe sur Twitter, et qui vraiment le défend corps et âme comme si c'était son fils. C'est assez impressionnant. Kevin, ton avis, pour finir avec ce débrief des pilotes, ton avis sur Aprilia et sur Vignales en particulier, puisqu'on faisait un point sur lui. Les Aprilia sont décevantes, clairement. Il y a, comme tu l'as dit, Espargaro très décevant. Il était déjà en pré-retraite. De toute façon, on n'attendait pas grand-chose. Raúl Fernandez, je crois que ça va bientôt partir sur du Superbike pour lui, parce que là c'est vraiment très compliqué, malheureusement. On a eu un éclair à Barcelone sur la première course, il n'a même pas réussi à confirmer sur la deuxième. Miguel Oliveira, encore une fois il se traîne un chat noir, il rate 5 courses à cause d'une blessure, et le rythme n'est pas incroyable. Sur Vignales, je suis assez d'accord avec toi, Pierre. Il a fait du Vignales dans le sens où il est très irrégulier. Il a fait 2 courses où il volait, clairement, que sont Portimao et Austin. À Portimao, s'il n'a pas le problème de boîte de vitesse, Oui. La victoire est Bien pour sûr. lui. À Austin, sa remontée qu'il fait, elle est monumentale. C'est peut-être une des plus belles perfs individuelles de la saison sur un pilote, parce que c'est vraiment incroyable ce qu'il fait. Je pondérais juste un peu tes propos sur ce qui s'est passé avec Bagnaia à Barcelone. Et je veux dire, c'est pas de sa faute à un moment donné si Bagnaia Bagnaia traîne sur la trajectoire. Vignales passe. Alors ok, Vignales passe un peu vite. Après, Vignales a le droit aussi de prolonger son essai de départ jusqu'au premier virage, c'est pas interdit. Bagnaia rate le sien, il a le droit de rouler doucement, mais dans ce cas-là passe sur la trajectoire, tu vois. Et en plus il le touche pas, rien du tout, donc je trouve que là pour le coup c'est pas à lui mettre pas mettre au crédit de Vignales. Ce qui s'est passé à Phillip Island, plus compliqué aussi. Moi, c'est son comportement dans le bac que j'ai pas mal critiqué. Et je maintiens, on est venu me dire oui, c'est pas ce que c'est d'être pilote. Non, je sais pas ce que c'est d'être pilote. Je comprends qu'il ait de l'adrénaline, mais comme je l'ai dit plein de fois, on a vu plein de pilotes dans ce cas de figure avoir des comportements, des réactions bien plus correctes. Et on a vu plein de fois Vignales avoir ce type de comportement, ce type de réaction. Donc je maintiens complètement sa réaction, elle est dégueulasse. Alors surtout que Bezzecchi est tête contre terre, inerte. Mais c'était lunaire, lunaire comme scène. Le mec, il est potentiellement en arrêt cardio-respiratoire. Toi, tu lui fais des doigts d'honneur, frère, ça va pas l'aider. Donc voilà. Mais bon, Vignales, voilà, beaucoup de vitesse, mais très inconstant. Maxime je finirai là-dessus, avait une analyse que j'ai trouvée intéressante sur notre dernier épisode. Il dit, t'as l'impression qu'il arrive le vendredi. Et s'il fait pas un bon chrono en FP1, il se dit c'est pas grave, on verra la prochaine course. J'avoue que c'est assez pertinent parce que c'est factuel en fait. C'est exactement ce qui se passe à chaque week-end de course. Par contre, je suis content, j'ai obtenu ce que je voulais depuis tant d'années. L'année prochaine, il ne sera plus un pilote officiel. Et je pense qu'il n'avait pas le niveau pour être un pilote usine, tout simplement. En fait, Pierre, à défaut d'avoir des actions chez Ducati, et je te soupçonne d'en avoir, il en donne aussi aux autres teams pour leur dire allez, s'il vous plaît, mettez Vignales ailleurs, et ton but c'est de le pousser dehors, quoi.
Non, parce que Non, mais je suis d'accord avec Pierre il y là-dessus. a le niveau pour être en MotoGP. Contrairement à d'autres, on peut débattre, Morbidelli, Nakagami, machin. Voilà, vu ce qu'il fait cette saison, la place où il finit au général, il mérite sa place. C'est juste que, d'une part, le développement des machines sur lesquelles il passe va pas forcément dans le meilleur sens à chaque fois. On peut se poser la question, mais d'autre part, trop inconstant pour être un pilote officiel. Ouais, après, moi, j'irai pas te contredire Vignales à cause de lui. J'ai pas vu Rossi gagner au Mans en 2017, donc en fait, j'irai pas te contredire là-dessus. À cause de Rossi, il tombe tout seul. Hein. Non, ouais, mais il est à la bagarre avec Vignales, donc pour moi, c'est de la faute de Vignales. Voilà. Je suis complètement de mauvaise foi, et j'assume. Alors, pour finir, les garçons, votre pronostic pour la saison prochaine, Paul? Ah ouais, suite Paul. Mais laisse-moi tranquille. Alors, toutes les personnes qui écoutent ce podcast peuvent aller mettre un peu de thunes sur un pari sur le prono de. Voilà, c'est ça. Surtout écoutez ce que je vais vous dire. Alors, moi, je voudrais Marc Marquez, mais je mise sur Pecco. Ok. Et toi, Pierre? Pourquoi on te demande à Pierre en vrai? Ce sera une Ducati qui gagne à la fin. J'espère celle de Pecco. Après, le match est ouvert. Franchement, avec Marquez, ça va pas être facile. Et Kevin? Je pense Marc Marquez et j'espère une bataille titanesque entre les deux. Deux styles différents sur la moto, en dehors de la moto, deux mecs qui n'ont pas peur du combat. Ouais, je pense Marquez, mais en tout cas, j'espère un immense combat entre les deux. Ok. Moi, je mise pas du tout sur Marquez, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas envie qu'il ait plus de titres que Rossi. J'ai pas envie de lui faire ce plaisir-là, même si je le soupçonne de gagner l'année prochaine. Une rage. Il a encore de la marge avant d'avoir plus de titres déjà qu'il le gagne. Mais j'ai pas envie, tu vois, qu'il ait cette possibilité de s'en rapprocher. Non, mais c'est assez évident qu'il va aller se battre pour le titre. Après, si on pouvait... J'aimerais beaucoup voir Martin aller jouer la bagarre. J'y crois moyen parce qu'il aura une Aprilia, mais j'aimerais beaucoup le voir aller jouer la bagarre l'année prochaine. Moi j'ai une question pour vous. D'après vous, qui gagne le plus de courses, Pedro Acosta ou Jorge Martin? C'est dur comme question. Aucun des deux. 0 course chacun. Je pense que la KTM Paul, sera pas au rendez-vous et que Martin sur l'Aprilia, ce sera pas aussi fort qu'un Marquez ou un Pecco sur la Ducati. Donc, Oui, mais après, il est capable c'est pas parce qu'il est pas aussi fort que les deux sur la longueur, il est pas capable de faire un coup d'éclat à un moment donné sur une piste qui lui va bien avec une chute de l'un et une contre-perf de l'autre, par exemple, tu vois. Ouais, je suis pas convaincu. Moi, je mise, en vrai, pour répondre à ta question, Kevin, je mise sur Acosta pour la simple et bonne raison qu'il est sur une moto qu'il connaît à peu près, alors que Martin va complètement découvrir la Aprilia. Ouais, je comprends. Et toi? Je pense que Jorge Martin, parce que je pense que ce qu'on voit du niveau de l'Aprilia depuis plusieurs années n'est pas son vrai niveau, et je pense que lui et Bezzecchi vont monter dessus et on va se rendre compte que c'est deux fusées en fait. Oh, alors ça, je vais l'enregistrer et te le faire réécouter quand Bezzecchi aurait gagné. J'ai aucun problème. Ok. Ouais, bah, pas de souci. Bon, les garçons, je pense qu'on a fait le tour. C'était un très long épisode. Vas-y. Peut-être un petit mot sur, déjà, vu les conditions dans lesquelles s'est passé le championnat, les courses annulées, notamment Valence, on peut quand même féliciter le promoteur pour nous avoir sorti un championnat. Alors, on peut le critiquer sur plein de choses, notamment le nombre de courses, mais on a quand même eu quelque chose qui tenait la route au final. Et par contre, on peut critiquer la direction de course. Je pense qu'on a tous mis une mauvaise note à la direction de course cette année encore, et en espérant que les chances... Et on n'aura plus Freddy Spencer l'année prochaine. Ça. Et ça, on est tous très contents. On va pas se mentir. Mais je suis d'accord avec toi, Pierre. Pour le coup, après, moi, encore une fois, il y a trop de courses et j'en peux plus. Mais je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'on a fait le tour. On a bien détaillé tous les pilotes. Merci beaucoup, Kevin, d'avoir pris le temps de venir débriefer avec nous sur toutes ces petites infos et sur tous ces points sur les pilotes. Merci à vous de l'invitation, c'était très cool. J'étais en hibernage et j'y retourne. On te retrouvera peut-être en mars. En attendant, pour ceux qui nous suivent, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcasts, mais aussi YouTube et aussi sur Facebook, Twitter et Discord. Concernant Kevin, vous pouvez le retrouver un peu partout pareil. Aussi sur le Nurshi du MotoGP,
sur Facebook et puis sur Twitter sous le nom La Boîte à Clapet. Merci beaucoup les garçons. Moi je vous dis au mois de mars. Hein. On essaye de pas enregistrer avant là et de prendre des vraies vacances. Et à très vite. Merci beaucoup. Bientôt tout le monde. À plus.